Bonjour, monsieur le chef de bureau. Oui, bonjour, madame. Comment évaluez-vous l'implication des femmes et des filles dans les processus de paix et de développement durable dans l'Est de la RDC aujourd'hui? Y a-t-il eu des progrès? Relativement à cette préoccupation, je ne dirais pas qu'il y a réellement des progrès quant à l'implication des femmes ou des filles dans la pacification avec la RDC, de ce fait que d'abord on observe un peu une faible représentation de la femme dans la prise de décision. Ça tout d'abord, c'est à capitaliser. Et aussi, cela fait en sorte que l'implication de la femme n'est pas très observée. Dans ce sens, je peux dire qu'il y a beaucoup d'obstacles, en ce sens que tout d'abord, je prends un exemple, les femmes entre elles, tout d'abord, ne s'acceptent pas. Donc le leadership féminin n'est pas du tout accepté dans le cercle féminin. Et aussi, une autre chose, le leadership des femmes n'est pas du tout représenté. Tout d'abord, la non-acceptation des femmes elles-mêmes, elles ne sont pas capables de manifester ces pouvoirs-là de savoir-faire. Il y a une réticence dans le chef de femmes. Ils ne veulent pas montrer leurs compétences, leurs capacitation et voire même leurs connaissances. Cela explique, je dirais, les obstacles qui prouvent la faible représentation des femmes dans la gestion des ressources ou même dans la prise de décision. Quels sont selon vous les obstacles particuliers lorsqu'il s'agit d'impliquer davantage les femmes et les filles dans les projets liés au changement climatique? Oui, cela revêt de ce fait qu'il faudrait plus faire de sensibilisation à l'égard des femmes pour les inviter à comprendre qu'ils ont une part de responsabilité et peuvent apporter aussi un plus sur la gestion de ressources. Parce que la femme étant le pilier dans beaucoup de choses et dans la gestion des affaires et même dans la prise de décision, elle doit arriver à comprendre qu'elle est capable de faire quelque chose, qu'elle est capable de construire, d'apporter aussi une pierre sur un édifice. Cela émane d'autant de sensibilisation qui seraient entreprises par les gestionnaires de tous côtés. Selon vous, que pouvons-nous faire en tant que bâtisseurs de la paix pour impliquer davantage les femmes et les filles dans les programmes de manière plus générale? Quelles recommandations spécifiques avez-vous pour notre programmation autour de la gestion des ressources naturelles et du climat? Oui, d'abord je vais demander de tous les acteurs à comprendre l'importance, tout d'abord, de la femme dans la gestion des ressources ou de la gestion climatique. En ce sens que, comme je le disais tantôt, cette répulsion, ces rejets-là du leadership féminin portent même un impact sur l'implication de la femme. Cela étant, nous devons même, au départ, dans la planification, considérer la participation de la femme. Même dans les processus de recrutement, il s'observe une faible représentation au processus de recrutement.
Et donc tout ça, ça nécessite encore une révision des procédures et même voir la phase de gestion. Il faut impliquer considérablement les taux de pourcentage féminin dans le recrutement, dans la gestion et voire même commencer par la planification. Cela aiderait à augmenter les taux de participation féminine dans la gestion et la prise de décision. Comment évaluez-vous l'implication des femmes et des filles dans le processus de paix et de développement durable dans l'Est de la RDC aujourd'hui? Où y a-t-il eu des progrès? En fait, nous avons observé des avancées sur le plan légal. Et au-delà de ces avancées, on observe aussi une prise de conscience au niveau des communautés de la nécessité de la prise en compte du genre dans le processus de consolidation de la paix. C'est à titre d'exemple ce que nous avons observé dans le contexte des hauts plateaux de Fizi et de Mwenga, dans un projet de leadership des jeunes. Nous avons vu des jeunes femmes, membres des groupes de dialogue, qui ont pris des initiatives pour rencontrer les autorités militaires, pour parler aux leaders de groupes armés et plaider en faveur de la paix et de la sécurité. On ne pouvait pas s'imaginer que dans le contexte des hauts plateaux, enracinés par les violences liées au genre, l'exclusion des femmes dans la prise de décision, que les femmes pourraient prendre ce courage de rencontrer les autorités, de parler avec les leaders des groupes armés afin de négocier la sécurité et la paix dans leur zone. Quels sont les obstacles particuliers lorsqu'il s'agit d'impliquer davantage les femmes et les filles dans les projets liés au changement climatique? En fait, ces obstacles sont liés aux contraintes les plus vastes dans tous les domaines de la vie sociale et familiale que rencontrent les jeunes femmes. Et donc, il n'y a pas de contraintes spécifiques. Et s'il faut donc adresser ces contraintes, il faut les placer dans le contexte global de la vie familiale, de la vie sociale de la femme dans nos communautés. Et plus particulièrement par rapport à l'accès, à la gestion des ressources naturelles, vous comprendrez que le premier problème qui se pose est celui d'accès des jeunes femmes ou d'accès des femmes à la gestion, à la propriété des ressources naturelles. Et du coup, ce problème d'accès, s'il pourrait être surmonté, ça serait un pas vers l'implication des femmes dans la gestion des ressources naturelles. Quelles recommandations spécifiques avez-vous pour notre programmation autour de la gestion des ressources naturelles et du climat? Bon, il faudrait mener des évaluations participatives au niveau des institutions, au niveau des institutions et des mécanismes de gestion des ressources naturelles pour essayer de comprendre la dynamique ou l'approche genre au niveau de ces mécanismes et institutions de gestion des ressources naturelles. Ce qui va nous amener à développer des stratégies genre au niveau de ces institutions, au niveau de ces mécanismes de gestion des ressources naturelles. Bien plus, il faut mettre en place aussi un mécanisme de suivi, genre pour apprécier quelles sont les avancées au niveau de la gestion sensible au genre des ressources naturelles, mais également et aussi continuer à valoriser la contribution des jeunes femmes, des femmes, des autres couches sociales dans la gestion des ressources naturelles et beaucoup plus aussi continuer à veiller aux droits de toutes les communautés ou de toutes les couches sociales qui sont impliquées dans la gestion des ressources naturelles et éventuellement aussi dans la gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles. Quelles recommandations spécifiques avez-vous pour notre programmation autour de la gestion des ressources naturelles et du climat? Je pense qu'il faut commencer par des analyses, genre au niveau des institutions et des mécanismes de gestion des ressources naturelles, pour essayer de comprendre
qui sont exclus de cette gestion des ressources naturelles et les potentialités qui regorgent les différentes couches sociales pouvant contribuer à la meilleure gestion des ressources naturelles et éventuellement à la gestion des conflits liés à la gestion de ces ressources naturelles. Les progrès existent sur le plan légal. Et au-delà de ces progrès légaux, on observe aussi au niveau communautaire une prise de conscience progressive et encourageante de la nécessité de prendre en compte la dimension genre dans les instances de gestion des conflits. Plus précisément et spécifiquement, nous l'avons observé dans le haut plateau de Fizi et de Mwenga, lors d'un projet que nous avons implémenté en tant qu'alerte de leadership des jeunes. Nous avons vu des jeunes filles et femmes engagées aux côtés des jeunes garçons prendre des initiatives pour rencontrer les autorités, rencontrer les leaders des groupes armés, pour plaider en faveur de la sécurité et de paix dans leur zone. On ne pouvait pas s'imaginer que les jeunes filles de haut plateau, dans le contexte particulier de cette zone, pourraient prendre des initiatives pareilles. Les obstacles particuliers lorsqu'il s'agit d'impliquer davantage les femmes et les filles dans les projets liés au changement climatique. Les obstacles spécifiques existent, mais il faut tout d'abord reconnaître que ces obstacles s'alignent dans le vaste contraintes en matière de violences liées au genre que nous observons dans tous les domaines de la vie familiale et sociale. Mais spécifiquement, il faut souligner cette problématique d'accès des femmes aux ressources naturelles. Cet accès limité ou inexistant des femmes aux ressources naturelles constitue un obstacle pour leur implication dans la gestion des ressources naturelles. Quelles recommandations spécifiques avez-vous pour notre programmation autour de la gestion des ressources naturelles et du climat? J'encouragerai des évaluations participatives continues de l'approche genre au niveau des institutions et mécanismes de gestion des ressources naturelles existantes. Et aussi, j'encouragerai la mise en place d'une approche genre au niveau de ces institutions et des mécanismes de gestion des ressources naturelles et gestion éventuelle des conflits liés aux ressources naturelles. Bien plus, il faut un système de suivi, évaluation efficace au niveau de ces institutions et mécanismes de gestion des ressources naturelles. Axé bien sûr sur le genre. Quels sont les obstacles qui subsistent pour que les femmes et les filles soient davantage impliquées dans le processus de paix et de développement durable aujourd'hui? C'est une bonne question, Bahati. Et c'est une question sur laquelle Alert a travaillé depuis longtemps. Je pense qu'il y a plusieurs obstacles. Peut-être le premier, c'est que les femmes ne sont pas normalement impliquées dans la prise de décision, même au niveau du ménage et de la communauté. Donc il y a des normes sociales qui les empêchent d'être plus impliquées. Deuxièmement, dans certains endroits, les femmes ne sont pas nécessairement éduquées jusqu'au même niveau. Elles n'ont pas les mêmes avantages que des autres personnes dans la communauté. Et alors, elles ont des difficultés peut-être d'avoir les informations nécessaires pour participer activement dans des espaces. Et au-delà de ça, je pense aussi qu'on a l'habitude dans ces processus de faire recours aux autorités et les leaders communautaires, n'est-ce pas? Et c'est assez rare qu'on a des femmes dans des positions de prise de décision dans les autorités. Donc si on demande aux autorités de venir, ils sont souvent les hommes qui viennent. Et alors on a des difficultés d'impliquer les femmes dans les postes de prise de décision. Mais je pense en fait, Bahati, je pense que c'est une chose sur laquelle on doit beaucoup travailler. On peut prendre il y a des femmes qui sont dans les postes de prise de décision au niveau du gouvernement ou dans la société civile ou même dans le secteur privé. Et on peut travailler avec elles. Et elles peuvent devenir des exemples pour les autres femmes et filles dans la communauté et montrer que c'est possible. Nous pouvons aussi faire des activités de sensibilisation dans les différentes associations des femmes et dans la communauté
pour que les femmes aient accès à l'information nécessaire pour qu'elles puissent participer mieux et plus activement dans les processus. Et nous pouvons travailler avec les hommes et les leaders hommes dans les communautés pour créer plus des opportunités et d'espace pour les femmes et jouer sur les masculinités positives. Comment évaluez-vous l'implication des femmes et des filles dans les processus de paix et de développement durable dans l'Est de la RDC aujourd'hui? Ou y a-t-il eu des progrès? Bon, pour moi, je peux dire qu'il y a eu des progrès considérables par rapport à l'implication de la femme dans les processus de paix et de développement. Parce que vous allez voir que les femmes et les filles ont beaucoup contribué dans ces processus à travers le travail qu'elles sont en train de mener. Vous allez trouver qu'elles sont beaucoup présentes dans les activités de renforcement économique. Vous allez les voir par-ci, par-là, et vous allez voir qu'elles ont beaucoup développé les capacités de résilience par rapport à la crise à l'est de la RDC. Elles sont beaucoup impliquées dans les actions de plaidoyer pour l'amélioration des conditions de leur travail. Or, dans ce travail, elles ne sont pas les seules actrices qui mènent des activités de renforcement économique. Elles contribuent beaucoup au renforcement de la cohésion sociale et aux activités d'intégration régionale à travers les activités de rapprochement qu'elles mènent autour des frontières entre les pays voisins. Elles ont brisé la peur, elles ont maintenant confiance en elles-mêmes, elles peuvent affronter des défis liés à leur travail et trouver des solutions. En fait, elles ont beaucoup amélioré leur niveau de professionnalisme à travers la gouvernance, le système de leadership qu'elles sont en train de mener dans le travail qu'elles font. Quels sont les obstacles qui subsistent pour que les femmes et les filles soient davantage impliquées dans les processus de paix et de développement durable aujourd'hui? Parlant des obstacles qui subsistent pour que les femmes et les filles soient davantage impliquées dans le processus de paix et de développement durable, et moi je vais parler de deux obstacles majeurs. Et pour ces obstacles majeurs, il s'agit de la sous-estimation de la femme elle-même, mais aussi les coutumes dégradantes dans certains milieux. Mais cependant, pour pallier à ça, nous, en tant que bâtisseurs de la paix, nous sommes appelés à renforcer les sensibilisations de la femme afin qu'elle prenne conscience et joue pleinement son rôle. Et donc, elles doivent réaliser pleinement leur potentiel à tous les niveaux. Mais aussi, nous devons sensibiliser les hommes sur la masculinité positive et bannir les perceptions négatives et dégradantes au regard de la femme. Quels sont les obstacles qui subsistent pour que les femmes et les filles soient davantage impliquées dans les processus de paix et de développement durable aujourd'hui? Les femmes et les filles de l'Est de la RDC rencontrent beaucoup d'obstacles pour qu'elles soient impliquées dans les processus de paix et de développement durable. Ces femmes rencontrent des obstacles liés aux pesanteurs culturelles. Depuis longtemps, la culture, nos coutumes, nos traditions ne donnent pas de la valeur à la femme. Les femmes n'ont pas eu l'espace pour exprimer leurs besoins, pour même exprimer leurs talents. Donc beaucoup de coutumes freinent aujourd'hui la femme. Donc la femme, elle est beaucoup plus limitée par des pesanteurs culturels qui malheureusement ne favorisent pas l'épanouissement et le développement de la femme et ne permettent pas à la femme
de participer au processus de paix et au développement durable du pays. À part les pesanteurs culturelles, nous pouvons citer aussi la pauvreté de la femme. Donc la femme n'a pas de moyens pour des moyens de subsistance, et donc elle est obligée de se plier à la volonté des personnes de qui elle dépend. Et là, ça limite un peu la femme. Par exemple, si on prend la femme candidate, par exemple, qui voudrait accéder à des postes de décision, mais qui n'a pas de moyens, par exemple, pour battre campagne. Et ça bloque et ça freine les femmes. L'autre aspect, c'est l'absence, donc la faible participation des femmes aux instances de prise de décision. Les femmes ne sont pas nombreuses dans les instances de prise de décision, et dans ces cas, elles sont absentes là où se prennent des grandes décisions qui contribuent à la paix et au développement durable de la femme. Et cela fait que les voix des femmes ne sont pas entendues. Et donc, la faible participation des femmes à des instances de prise de décision constitue un frein. Un frein qui est pour l'accès à des informations, pour faire passer les voix des femmes, pour faire passer les besoins des femmes. Si on prend par exemple lorsqu'il faut voter des lois, les femmes ne sont pas majoritaires au Parlement. Et donc si elles sont déterminées, même si elles sont déterminées à faire passer une loi qui favorise les femmes, elles sont obligées de se plier à la volonté des hommes qui sont nombreux si ceux-ci ne veulent pas, n'adhèrent pas à l'idée des femmes. Et donc ça constitue aussi un frein pour la participation des femmes aux décisions, aux grandes décisions qui visent à contribuer à la paix et au développement du pays. En plus de cela, il y a des préjugés. Les préjugés des communautés et de la société. Ils pensent que la femme qui revendique ses droits, c'est une mauvaise femme. Et donc, et cela limite aussi les autres femmes qui voudraient revendiquer des droits. Et donc, parce que déjà, il y a des préjugés autour de ça. Donc, on dit qu'une femme qui revendique ses droits, c'est une femme difficile. Et cela fait que la plupart des femmes, même si elles ont besoin de s'exprimer, elles ont peur d'être jugées, d'être considérées comme des femmes difficiles. Et ça aussi, ça freine les femmes. Il y a beaucoup d'autres freins liés aux aspects, par exemple, les faibles taux de scolarité des femmes. La plupart des femmes, beaucoup de femmes, surtout au niveau des territoires, ne sont pas instruites. Il y a aussi d'autres freins liés à la maternité des femmes. Donc, la maternité des femmes, donc la femme qui accouche chaque année, donc elle n'a pas le temps de travailler parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants, même de sa famille, et tout ça, ça constitue vraiment des freins pour la participation des femmes et le développement même de la femme. Que pouvons-nous faire en tant que bâtisseurs de la paix pour impliquer davantage les femmes et les filles dans nos programmes de manière plus générale? Oui, de manière plus générale, je peux proposer que les femmes soient impliquées à un niveau supérieur. Et comment elles seront impliquées à un niveau supérieur? Considérer leurs compétences, leurs connaissances, leur savoir-faire. Je peux donner l'exemple, tu vas trouver des organisations appelées des organisations de promotion de la femme, mais curieusement, les responsables, les décideurs, c'est un homme. Donc là, c'est très facile que cette femme puisse donner ses idées, puisse orienter et puisse peut-être proposer. Donc, en bref, si la femme prend la place ou l'ouverture de s'exprimer sans peur, sans blocage, je peux confirmer que cette femme sera beaucoup impliquée dans toutes les actions.
Quelles recommandations spécifiques avez-vous pour notre programmation autour de la gestion des ressources naturelles et du climat? Ouais, quand on parle des ressources naturelles et au climat, moi, du côté des ressources naturelles, moi, je vois beaucoup de choses. Je vois l'eau, je vois le minerai, je vois l'électricité, je vois les roches, je vois les champs, je vois beaucoup de choses sur ces points. Pour notre programmation, ce que moi je peux proposer est que toutes les couches communautaires soient impliquées, soient informées sur le droit, sur les devoirs de la gestion des ressources naturelles. Que la femme sache quoi faire, que l'homme sache quoi faire. Parce que l'homme à grand H, donc hommes et femmes, tous sont appelés à comprendre, à accepter, à protéger et à garder la nature.